j'ai deux choses dont je dois m'excuser auprès de vous. Tout d'abord, dans le vlog précédent de Murakami, j'ai totalement omis de vous montrer mon petit dessin de fleurs que j'ai fait au début des amants de Spoutnik. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Et sinon, voilà, c'est des fleurs de juillet, mais me demandez pas c'est quoi le nom, j'ai déjà oublié. Ensuite, ici, on est là pour le vlog de Kafka sur le rivage, le Murakami du mois d'août. Et la deuxième chose pour laquelle je dois m'excuser, c'est que I did it again. Oups. Donc vous savez, Kafka sur le rivage, c'est assez gros. Il fait presque 650 pages. Et il se pourrait que je l'ai déjà commencé il y a quelques jours et que je sois déjà à la page 375. J'étais trop occupée, mais en même temps, je me suis dit, ah, je vais commencer à m'avancer un peu et le lire un petit peu. Et boum, before you know it, j'ai lu plus de la moitié. Si c'est pas la preuve que, en tout cas pour moi, Murakami, c'est hyper bingeable, si on peut dire ça pour un roman. Mais du coup, voilà, j'ai pas encore mis mes petites étiquettes, j'ai juste plein de pages cornées, comme vous pouvez le voir. Donc toutes mes plates excuses, mais en même temps, voilà, on va catch up. Déjà, première chose que je voulais vous dire, c'est que si vous devez mettre la main sur un Murakami et que vous savez pas quelle édition prendre... Ah oui, non, première chose d'abord, on en parle des nouvelles éditions 10-18 qui sont en train de sortir. Regardez, moi, je me trimballe avec quoi? Alors que regardez qu'est-ce qui vient de sortir pour Kafka sur le rivage. Et pareil pour les amants de Spoutnik, moi j'ai ça, et ils viennent de sortir ça. Je sais, c'est les deux seuls que j'ai vus pour l'instant. Je sais pas s'ils vont les faire pour tous les Murakami. D'un côté j'espère, mais d'un côté j'espère pas. Parce que, est-ce que j'ai le budget pour refaire toute ma collection? Surtout que maintenant que je viens de tous les relire et toutes mettre mes petites tables dedans, souligner mes trucs, nanana. Vous savez pas comment j'ai le seum. Ils pouvaient pas sortir ça il y a un an. Et comme ça j'aurais pu tous les racheter, j'aurais eu une bonne raison. Mais là maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vous le demande. En tout cas, ce que je voulais dire du coup, c'est si vous n'avez pas encore un certain Murakami, déjà allez regarder ces superbes éditions parce qu'elles sont trop belles, voilà. Vous avez la chance de pouvoir vous les acheter. Moi, il faut que je sois raisonnable, donc je vis à travers vous. Achetez-les vous, s'il vous plaît. Deuxième chose, c'est que j'ai remarqué, maintenant que j'en suis à mon 8e du coup depuis le début de l'année de relecture / lecture de Murakami, et je peux affirmer haut et fort que les meilleures traductrices de Murakami sont Corinne Altan, qui a traduit ces deux-là, et aussi Hélène Morita, je crois. C'est les deux principales traductrices, et en fait, à chaque fois que je lis un Murakami traduit par quelqu'un d'autre, je le sens de ouf. Parce que Murakami a beau avoir sa plume, bah, il y a toujours le filtre qui est rajouté par le traducteur, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui lui rajoute sa patte en plus. Et donc, moi personnellement, je vais pas dire la traduction la plus fidèle parce que je parle pas japonais, quoique, attendez, j'ai un autre update pour vous. Sachez que j'en suis actuellement à presque 250 de streaks sur Duolingo, où j'ai décidé d'apprendre le japonais. Et la semaine dernière, j'ai été m'acheter ça. Voilà, c'est mon nouveau projet, mon nouveau goal. Vu que j'ai un school kink, et bah, je suis très contente de revenir à les bases de quelque chose, apprendre les choses depuis le début, nanana. Et du coup, mon goal, c'est d'apprendre le japonais pour un jour lire un Murakami en VO. Voilà, c'est dit. Je ne me donne pas de date, par contre. Mais voilà, c'était l'autre chose que je voulais vous dire. Je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je crois que mon portable à plus de batterie va s'éteindre d'ici peu. Mais je vais vous faire un update plus profondément de qu'est-ce qui se passe dans ce livre finalement, parce que je vous ai parlé de tout sauf de ça. Du coup, je vous avais promis un résumé, je vais essayer. D'accord? Parce que j'en suis déjà à la page 480. Donc, on commence avec, en gros, on lit des espèces d'archives
qui date de la guerre quand les États-Unis occupaient le Japon. Et en mode on lit des archives qui sont devenues publiques parce que ça date et que tout le monde s'en fout en vrai, d'un accident qu'il y a eu, un peu chelou et tout, où en gros il y a une maîtresse qui était partie en sortie, genre ramasser des champignons dans la forêt avec sa classe, et tout à coup tous les élèves se sont évanouis, sans raison apparente. Et après, ce qui en est ressorti, c'est que genre quelques heures après, ils se sont tous réveillés et ils ont jamais eu de séquelles, tout le monde est en mode well. Genre à part un qui du coup a mis lui plusieurs semaines à se réveiller, et quand il s'est réveillé il est devenu déficient mental. Ils disent pas concrètement, ils mettent pas de mots dessus, mais bon voilà, handicapé mental du coup. Et après dans le reste du roman on suit en fait sur 2 timelines ce personnage là qui du coup maintenant a genre une 60aine d'années, un vieux monsieur toujours déficient mental et qui maintenant peut parler au chat. Donc est-ce qu'il y a gagné aux chances? Maybe. Et aussi dans la deuxième timeline du coup on suit, enfin timeline plutôt POV parce que ça se passe au même moment, on suit Kafka Tamura qui dans le premier chapitre vient d'avoir 15 ans et décide de fuguer de chez lui. On comprend que son daron c'est genre un peintre ultra célèbre, que quand il avait 4 ans sa mère elle est partie avec sa sœur sans jamais donner de nouvelles, il a plus aucune trace de lui, il sait même pas à quoi ressemble sa mère, il sait même pas comment elle s'appelle, il sait rien du tout. Et apparemment il donne jamais vraiment les faits, mais son père c'est grave un connard et c'est pour ça qu'il décide de fuguer. Et voilà. On va dire que les prémices c'est ça. Ensuite ce qu'il faut savoir c'est que du coup, je vous avais dit dans le précédent vlog que je trouvais que Murakami commençait à un peu explorer, en plus des questions de identité, qui suis-je, quel est mon but, quelle est ma place dans ce monde et tout, il explorait un peu les questions du destin et du déterminisme, et à quel point ce qu'on fait c'est écrit ou pas, et peu importe ce qu'on va faire, au final on se retrouve toujours à la même place et tout. Et dans ce roman c'est totalement, on est totalement dans ce thème là, parce que littéralement dans le résumé ils appellent ça ils disent: un adolescent, Kafka Tamura, quitte la maison familiale de Tokyo pour échapper à une malédiction oedipienne proférée par son père. Où son père lui a dit exactement la même chose qu'à Oedipe, un jour tu me tueras de tes mains et tu coucheras avec ta mère. Donc du coup en fait c'est aussi l'une des raisons pour laquelle il décide de fuguer. Mais bon, on sait tout ce qui se passe dans Oedipe, donc vous pouvez avoir une idée du déroulement de ce qui va se passer. Et puis après, classique shit Murakami, des trucs un peu bizarres, et on essaye de trouver le lien entre du coup les 2 POV qui là au moment où j'en suis commencent un peu à se relier, où le vieux monsieur il s'appelle Nakata. Qui peut parler au chat, trop mignon, vraiment je l'adore, vraiment je crois que c'est l'un de mes personnages préférés dans tous les romans de Murakami, il est trop mignon, je l'aime trop, bref. Il fait des trucs qui à première vue paraissent vraiment insensés pour des personnes saines d'esprit, mais qui du coup en fait permettent de faire avancer de son côté l'histoire et le cheminement de Kafka. Alors qu'ils se sont encore jamais rencontrés. Et donc celui-ci aussi c'est une relecture, et je crois me souvenir qu'à un moment leurs chemins vont se croiser, mais je sais plus exactement. Et je sais plus non plus combien d'étoiles je lui avais mis de base. Mais en tout cas j'apprécie beaucoup, et par contre je sens bien que j'en ai totalement une autre lecture que la première fois que je l'ai lu, parce que je me souviens que la première fois que je l'ai lu c'était quand je travaillais à la Tour Eiffel, donc ça devait être en genre 2018, mon dieu je suis vieille, 2018, 2019, un truc comme ça, bref ça date. Et gros trigger warning sur des relations avec un énorme gap age, comme on dit, une grosse différence d'âge. Et je me souviens que quand je l'avais lu la première fois ça m'avait absolument pas choqué, parce que dans le livre c'est présenté comme absolument pas choquant, alors que bah je sais pas, franchement au début on a le bénéfice du doute où c'est en mode est-ce que c'est juste une vision, est-ce que c'est juste dans ses rêves, est-ce que c'est juste dans son imagination et tout. Après ça devient vraiment réel, concret. Donc un peu plusieurs passages comme ça. Et aussi il y a un... Bon ça on en parlera à un autre moment, je pense que je vais en rester là pour l'instant. Et hier soir j'ai commencé à mettre mes petites étiquettes, je vais continuer pour toutes celles que j'ai cornées là. Et je vous fais un update quand j'aurai avancé un peu. Peut-être encore un dernier avant la fin. Voilà, encore une fois désolée de ne pas avoir suivi, mais j'ai été trop happée
dans ma lecture. Bon, c'est l'heure d'un nouvel update, je sais plus ce que je vous ai dit la dernière fois, mais j'en suis actuellement à la page 580, ce qui veut dire qu'il me reste 60 pages tout pile. Je voulais faire un update avant de terminer. J'espère que vous entendez pas trop les enfants qui crient. Ils sont en train de faire un barbecue en face de chez moi, j'ai l'odeur, là j'ai envie de chialer. Bref. J'avais aussi envie de chialer quand j'ai lu les dernières pages là où je me suis arrêtée, parce que c'est triste, c'est super triste. Là on est en train d'approcher le dénouement et ça me rend super triste. Je me souviens plus du tout de la fin et je me souvenais plus du tout de là le petit twist qu'il y a eu, mais ça m'a rendu super triste et je sais plus du coup si ça va être une fin, mais je crois que ça va être une fin triste aussi, parce que sans vouloir spoiler, il y a beaucoup de gens qui dead, d'accord? Mais ce que je voulais surtout dire, un point que je voulais relever, c'est que on voit dans celui-ci que Murakami il commence à explorer un autre type de surréalisme à travers deux personnages qui après je trouve vont se retrouver dans ses prochains livres qu'on lira pour les prochains mois. Donc on a deux personnages dont le premier qui s'appelle Johnny Walken, je crois, qui est purement et tout simplement le bonhomme du logo de la marque de whisky du même nom, si je ne me trompe pas. Pas très grande amatrice de whisky, désolée. Mais on a également un personnage qui est tout simplement le colonel Sanders, aka le monsieur KFC. Et en fait, genre ces deux personnages, il dit en mode c'est eux mais c'est pas vraiment eux, c'est des concepts en fait, ils représentent juste quelque chose pour faire passer un message. Et je trouvais ça un peu what the fuck la première fois que je l'ai lu, bien évidemment, j'étais là ok MDR. Mais voilà, je sais même pas où est-ce que j'allais avec cette idée, mais je trouvais ça intéressant à relever. Autre chose, c'est que quelque chose que j'avais grave kiffé déjà dans ma première lecture et que j'apprécie aussi beaucoup dans celle-ci, c'est que du coup on suit, je vous avais expliqué, deux POV, et dans chacun des POV en fait on suit principalement à chaque fois une paire de personnages et une relation d'amitié qui se crée un peu entre deux paires, deux paires à chaque fois un peu improbables, des gens qui, si c'était pas pour cette histoire, leur chemin se serait jamais croisé, ou peut-être que si, justement, peut-être que c'était leur destin, vu que le destin est beaucoup soulevé dans ça. Mais donc d'un côté, on a, je vous avais dit, le vieux monsieur avec une déficience mentale, qui en fait, je vous avais dit, à travers ses péripéties, il est là pour faire un peu avancer l'autre personnage de Kafka, et il fait des trucs un peu what the fuck, on comprend pas, nan, et tout, et pour l'aider du coup dans sa quête, à un moment il rencontre un routier pendant qu'il fait du stop, et ce routier va décider de le suivre dans tout le reste de sa quête parce que il lui fait penser à son propre grand-père qui est décédé, et du coup leur relation elle est trop sweet, elle est trop mignonne, j'aime trop, parce que en fait le côté un peu simplet apparent de Nakata du coup est allié à la personnalité de ce routier, donne des conversations genre trop mignonnes entre eux et assez profondes au final, et bref, c'est un des aspects que je kiffe le plus dans celui-ci. Et dans l'autre POV, du coup, on va avoir Kafka, et en fait, quand il fugue, il va prendre refuge dans une bibliothèque où au final, il va réussir à être genre engagé, il va travailler dans cette bibliothèque, et du coup, il se lie un peu d'amitié avec
l'assistant de la directrice, ils sont que deux employés dans la bibliothèque, la directrice et son assistant, et du coup bah il va lier un peu une relation avec lui, il va un peu plus lui expliquer qu'il a fugué et tout, alors qu'au début il avait pas dit la vérité, mais au final il va s'ouvrir à lui et tout. Et j'aime beaucoup leur relation à eux deux aussi et les échanges qu'ils ont. Et d'ailleurs, de ces échanges ressort ma quote préférée de tout Murakami confondu, que j'avais très bien en tête déjà depuis la première fois que je l'avais lu, et quand je l'ai relu, genre... Bref, j'aime trop cette phrase, c'est... Parce que celui qui aime cherche la partie manquante de lui-même. Aussi, quand on pense à l'être dont on est amoureux, on est toujours triste. Bref, j'aime trop cette quote. Et mais par contre, un truc, genre ça m'a fait trop bizarre, c'est que à un moment, du coup, ce personnage-là, il mentionne son âge et il dit qu'il a 21 ans. Et donc la première fois que je l'ai lu, il était un peu plus vieux que moi, mais du coup là, ça veut dire 3 ans de moins que moi. Et genre ça matche pas du tout avec l'image que je m'étais fait de lui et tout. Et c'était trop bizarre. Quand il a dit son âge, j'étais là, quoi? What the fuck? Enfin bref. Et est-ce que je voulais vous dire autre chose? Ah oui, et par contre, bon, comme je vous l'avais dit, pas mal de red flags, pas mal de passages assez gênants, dont par rapport à ce personnage-là, en fait, à un moment, on apprend que... D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était une scène genre vraiment inutile et qui m'a juste cringe à la mort et j'ai pas compris, mais bref. En gros, à un moment, Kafka et ce personnage-là, Oshima, il s'appelle, ils sont dans la bibliothèque, tranquilles, ils font leur vie, ils travaillent, nanana, et il y a genre 2 femmes qui arrivent dans la bibliothèque et qui commencent à faire leurs affaires et tout, mais on dirait qu'elles sont pas là pour la bibliothèque en elle-même, en fait, elles cherchent quelque chose et tout, elles inspectent un peu, nanana, et en fait, après, elles retournent voir... Kafka et Oshima, et elle leur dit en mode ouais, en gros ils font partie d'une association et tout, elles font partie d'une association et tout, et leur but c'est un peu d'inspecter les espaces publics comme ça, tels que les bibliothèques, pour voir à quel point elles sont safe et inclusifs pour les femmes, en gros. Déjà bon, soit, le concept, pourquoi pas, sauf qu'en fait ça se voyait très bien qu'elles étaient utilisées juste pour tourner en ridicule la cause féministe en fait, parce que c'est en mode pourquoi les autrices femmes elles sont pas rangées avec les auteurs hommes, pourquoi vous avez pas de toilettes pour les femmes, c'est que des toilettes mixtes, et ça se voyait que c'était en mode oh vas-y elles, genre elles étaient présentées en mode elles saoulent. Et de cette conversation en ressort que Oshima du coup révèle que en fait ce n'est pas un... Enfin là c'est vraiment les mots de Murakami qui parle, ce n'est pas un homme, en tout cas ce n'est pas un vrai homme, mais en gros c'est une personne transgenre qui était à la base, qui est née femme et qui se présente en tant qu'homme dans la société, quoi, parce que jusqu'à maintenant dans le livre il était appelé il, c'est Oshima, et genre Kafka quand il l'a rencontré, pour lui c'était un homme cis, quoi, normal. Et donc il dit ça un peu pour un peu contrer leur argument en mode bah non moi je suis pas un homme cis comme vous le pensez parce qu'en vrai je suis une femme, en gros il dit ça. Donc en fait juste comment est traité ce sujet, très cringe à lire aujourd'hui vraiment, et voilà. Ça m'embête un peu de finir sur cette note. Mais je vais finir les 60 dernières pages, mais avant il faut que j'arrose mes plantes et que je me fasse à manger. Voilà le plan pour la soirée.
j'ai fini hier soir et je suis là pour report que c'est effectivement une fin triste. Du style de la balade de l'impossible en mode... Voilà, c'est un peu plus... Voilà, la boucle est bouclée, c'était triste, il s'est passé plein de choses un peu traumatisantes et maintenant on va essayer de retourner à une vie normale. Et voilà, et on nous donne pas d'indice de comment cette vie normale va se dérouler pour la suite. Typiquement le genre de truc que j'aime pas trop, mais vu que tout a été résolu, genre en mode par rapport à son destin, qu'il a essayé d'échapper, la malédiction oedipienne, nan 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 et tout, en soi, vraiment tout est bouclé. Et maintenant, est-ce qu'il va réussir à avoir une vie normale? Je ne pense pas, on va pas se mentir, mais en tout cas nous, on en reste là. Je voulais aussi dire que même si ça reste dans le style Murakami assez épuré et simple, je trouve que c'est l'un de ces livres où il a le style le plus fleuri, on va dire, un peu plus lyrique et tout, surtout sur la fin, je trouve vraiment, et c'est pas désagréable à lire. Après, je tiens aussi à dire que je trouve que la fin, malgré tout, enfin ça sauve un peu, mais on se fait un peu chier. Les 100 dernières pages, on va pas se mentir, on se fait un peu chier. Je trouve le début est cool, le milieu est très cool, et la fin retombe un peu à plat. Dans le sens où on est parti un peu dans tous les sens, et les 100 dernières pages, c'est... Voilà, on essaye de résoudre un peu tout, nan, et vu qu'en plus on comprend pas trop le sens de tout ça, parce que bien sûr c'est que des métaphores par-ci par-là, et t'es en mode ok donc ça voulait dire ça, et en fait cette personne elle représentait ça, nan et tout. Voilà. Et aussi ce que je voulais dire c'est que du coup dans celui-ci, le personnage principal quand même qu'on suit, Kafka, il a 15 ans, mais malgré tout, à part le fait qu'il a des grosses mommy issues, daddy issues, franchement le fait qu'il a 15 ans ne le fait pas vraiment beaucoup différer de tous les autres personnages principaux des autres romans de Murakami, dans sa manière de penser et tout. Justement en fait on voit que là tout ça va le faire devenir exactement comme les personnages principaux de Murakami qu'on connaît. Donc pas forcément dépaysant de ce côté-là, et je pense que c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Franchement, je vous avoue que avec lui et la trilogie 1Q84 que je lirai en octobre, c'était les deux où je redoutais un peu la relecture parce que quand même voilà c'est 600 pages, vous me direz les chroniques de l'Azora ressort, il en faisait presque 1000. Oui, ces trois-là en fait je redoutais un peu, et celui-ci, pour le coup, les chroniques de l'Azora ressort, j'ai eu du mal à aller au bout. Celui-ci, pas du tout. Même si je me suis fait chier sur les 100 dernières pages, c'était pas non plus difficile à lire. Ça coulait tout seul, toujours. Et je suis contente, franchement, je me suis forcée à zéro moment à le reprendre et à le continuer et tout. Donc, voilà. 2-3 mentions depuis la première à la page 530, un truc comme ça. J'étais contente parce que franchement ça me manquait. Je suis contente d'en avoir eu au moins une petite métaphore comme ça glissée. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé vous. Et si je me trompe pas, du coup pour le mois de septembre, on lit le passage de la nuit, qui est très court aussi, donc peut-être que je ferai comme pour les amants de Spoutnik, juste sur un week-end. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous verrai dans une prochaine vidéo. Bisous.